Et bonjour Dominique. Bonsoir Lilia. Alors je suis très contente qu'on se retrouve aujourd'hui pour parler en fait d'un thème qui m'est à cœur, c'est-à-dire le visage et de l'importance en fait du visage et de la situation actuelle du port en fait du masque et qu'est-ce que ça pourrait et qu'est-ce que ça crée en nous. Et c'est surtout parce qu'en fait, on ne se pose pas tellement la question de qu'est-ce que le port du masque et de voir tous ces gens en fait sans visage, ça impacte comme nous. Et peut-être est-ce que tu pourrais nous un peu nous donner en fait, des lignes de lecture sur quel est l'impact dans nos vies à nous de ne pas voir en fait tous ces visages parce que dans la foule, on est devant une foule en fait de plus d'inconnus, de non-visages. Alors déjà, tu réponds d'une certaine façon en commençant en expliquant ce que toi tu vis. Ma première invitation, c'est que chacun se pose cette question. Je peux donner des indications par rapport à mon propre vécu et par le fait que j'ai préparé d'en parler, donc j'ai réfléchi. Mais le plus important, c'est que chacun prenne le temps, j'allais dire, de s'incarner pour prendre conscience de l'impact de ces masques et de aussi comment répondre à cette situation inédite. Inédite dans nos sociétés, parce que elle a été, elle est, hélas, pas inédite dans d'autres sociétés où il y a le port du voile euh, qui masque les cheveux, qui peut masquer le visage, et dans la burqa qui masque même les yeux. Donc il ne reste plus rien. L'être humain, et la femme en particulier, ne devient plus qu'un espace noir et souvent même lié à des vêtements noirs. C'est-à-dire quelque chose qui absorbe l'énergie dans lequel il n'y a plus rien qui sort et qui s'exprime. Et je crois que ce port de masque va changer, est en train de changer profondément notre rapport à notre propre corps et notre rapport à nos émotions, le rapport à la communication avec l'expression de nos émotions, la manifestation de ce que je suis, et que ça peut avoir un impact énorme. Et je pense en particulier aux adolescents. Les adolescents, c'est justement l'âge de la vie où il y a déjà une gêne, et nous portons tous une certaine gêne à nous manifester, à montrer qui nous sommes, et avec une forme de paranoïa implicite chez tout être humain, la honte ou la peur de s'exprimer et d'être vu, d'être vu. Et le visage, c'est avec les mains, c'est la seule partie du corps qui reste nue et exposée. Et au moment de l'éveil de la sexualité, de l'éveil des émotions dans la rencontre, d'obliger les adolescents à se masquer, c'est empêcher, c'est vraiment un obstacle à l'émergence de la vie, l'émergence oui, de la manifestation de qui je suis du courage d'oser la rencontre à découvert. Enfin, c'est tout ça, là. En fait, je crois que j'ai déjà dit tout l'essentiel, mais ça vaut la peine de s'y arrêter un peu plus, je crois. Oui, mais d'autant que, enfin, moi, en fait, dans ce que tu me dis, je trouve ça intéressant et c'est surtout le fait en fait, de voir c'est drôle parce que souvent on a envie de se cacher parce que, oh, aujourd'hui, je me sens pas belle, donc, et en fait, je me pose la question, mais de mettre ce masque, donc de se cacher, entre guillemets, bon, pour des raisons sanitaires et autres, est-ce que, parce qu'on porte des masques aussi dans notre vie de tous les jours, est-ce que ça ne nous porte pas justement à encore plus nous masquer et peut-être à cacher encore plus en fait ce qu'on est?
Alors, c'est exactement ça. Et là, juste avant de commencer notre interview, j'essayais de m'intérioriser, enfin, je m'intériorisais. Et là, je sens, et je vous invite à le sentir, hein, je t'invite à le sentir, combien quand je suis aligné et tranquille avec moi-même, quand je suis bien assis sur mes bases, bien debout sur mes pieds, à ce moment-là, le visage devient comme une expression de tout mon être. Et c'est comme une fleur, la fleur de vie. Et chacun est une fleur de l'existence, que l'existence s'offre à elle-même et que nous nous offrons les uns les autres. Et quand je sens ce mouvement intérieur qui me redresse et qui fleurit, c'est comme si ma colonne vertébrale, tout le tronc, c'est comme la tige de la fleur. Et là, avec les cheveux, avec les yeux, le regard, la bouche, le nez, enfin, tous les détails du visage, dans un ensemble tellement harmonieux, et que chacun est, chaque visage est un épanouissement plus ou moins réussi. Parce que le visage, il peut manifester quelqu'un qui s'épanouit, il peut manifester malgré soi une personnalité blessée et qui a peur, ou qui se fait petite, qui se ratatine. Le visage est marqué par les souffrances, le visage est marqué par les tensions intellectuelles, la barre sur le front, le visage marque l'âge. Et l'âge peut être aussi une sorte de fleur à maturité. Mais ça peut être aussi quelque chose qui se ratatine et qui n'ose plus, et dans laquelle il n'y a plus de vie. Je me rappelle quand je suis sorti de l'hôpital après un gros accident de santé, j'avais besoin, la première chose d'ailleurs qui s'est passée quand je suis sorti de l'hôpital, je suis tombé en pleurs devant une fleur. Pourquoi? Après 15 jours dans les murs, entre les murs de l'hôpital et de ma chambre, et là je sors, j'arrive à peine à marcher, et là, les fleurs continuent d'exister. Et puis la deuxième chose que j'ai ressentie, c'est que j'avais besoin de regarder les gens dans les yeux. J'avais besoin de voir des visages. Et pendant 2, 3 semaines, c'était d'une importance vitale. Et Une pourquoi? importance vitale de connecter avec des regards et combien c'était anxiogène pour moi quand je rencontrais un visage vide, un regard vide. Et je sais que même dans des restaurants, là j'étais en voyage à cette époque-là, à ce moment-là, il m'est arrivé à la fin d'un repas d'aller dire à quelqu'un merci, de vous voir, de voir votre visage tellement vivant, c'est bon pour moi. Ça m'est arrivé d'oser le manifester, d'aller le dire à de parfaits inconnus. Et c'est vraiment un visage en quelques secondes, d'un coup d'œil. On peut devenir profondément en connexion, en, en fréquence, en résonance avec un autre être humain. Ça peut être immédiat. En fait, si j'y fais attention, si j'y porte attention, c'est immédiat, même dans la rue. Et je ne sais pas si tu as vu, il y a quelque temps, là, je pense qu'on en trouve encore sur certaines vidéos qui circulent sur le net, et c'est complètement à l'opposé de ce qui se passe maintenant. C'est, pour l'expérience, un cinéaste qui arrête 2 personnes, qui leur demande est-ce que vous voulez faire une expérience de 5 minutes.
Et puis il y a des personnes qui disent oui. Puis il dit attends là, et puis elle s'adresse à une autre personne, est-ce que tu veux faire une expérience de 5 minutes? Et voilà, je vous filme, vous oubliez que je vous filme, juste vous regardez dans les yeux pendant 5 minutes. De parfaits inconnus, là, juste sur le trottoir, là, sur les Champs-Élysées, n'importe où. Et les deux personnes commencent à se regarder. Et dans cette rencontre inopinée, imprévue, improbable, tu as des personnes qui se mettent à pleurer, tu as des personnes qui se mettent à sourire, tu as des personnes qui se font une embrassade avant de se quitter. Ah, et c'est vraiment extraordinaire. Et ça parle tellement du besoin de l'être humain, hein, que nous sommes, par nos visages, des êtres sociables et qui nous nourrissons et grandissons dans l'acceptation du regard de l'autre et d'oser être regardé. Du coup, j'ai envie de te poser la question, en fait, parce que je me dis, si je reviens à maintenant, euh, comment je fais à satisfaire, en fait, ce besoin donc, de regarder les gens et d'être regardé en quelque sorte, donc en fait, de pouvoir communiquer avec eux, même si on ne se connaît pas, enfin, je ne sais pas si ça t'arrive, mais tu peux croiser quelqu'un que tu ne connais pas dans la rue, juste un sourire, c'est rien de spécial, mais c'est... Et en fait, là, comment je fais concrètement? Parce que je ne peux pas rencontrer quelqu'un, enlever mon masque, sourire et en fait, Pour communiquer. moi, il y a à comprendre l'esprit de la réglementation, c'est protéger et ne pas transmettre un virus. On peut discuter, est-ce que vraiment ce serait si grave si on donnait un petit peu de vitamine D et de zinc à tout le monde, peut-être que ça ferait plus d'effet qu'une vaccination ou que le masque, tout ça. C'est ce que je pense. Mais quand même, là, je suis un être sociable, donc je respecte. Et l'esprit, c'est d'empêcher la communication d'un virus, la propagation. Donc, je porte le masque, mais chaque fois que mon âme et conscience, il n'est pas nécessaire, je l'enlève. Et même si c'est un acte de désobéissance, pour moi, c'est un acte de désobéissance civile. Parce que l'absence de visage et de se regarder peut être encore plus mortifère que n'importe quel virus. Donc, si je suis vraiment dans la vérité de mon être, chaque fois qu'il est possible, j'enlève le masque et je regarde la personne. Et je m'expose et j'accepte que l'autre personne s'expose. Pour moi, c'est extrêmement important. Et je pensais aussi à une méditation qui existe, une des multiples méditations qui existent en Inde, qui vient de l'Inde, c'est se mettre en face de quelqu'un. Et ça peut être son ami, ça peut être sa femme, ça peut être un membre de sa famille, sans masque, et de se regarder. Et pendant une demi-heure, de rester là, absolument sans rien faire, sans but, sans projet de séduire, rien, juste ensemble, nous plongeons dans le mystère de l'existence partagée. Et je l'ai fait plusieurs fois, et c'est extraordinaire. Premièrement, la vérité de l'être qui se manifeste, de chacun. Je connais l'autre et je me connais moi-même d'une façon que je n'ai jamais vue avant. Et il se passe des phénomènes d'énergie aussi qui circulent. Et dans le tantra, il y a une méditation qui va encore plus loin. C'est entre un homme et une femme de s'exposer nu, de se regarder dans les yeux. Et il n'y a rien à faire. C'est pas du tout pour se préparer à une relation sexuelle ou quoi que ce soit. C'est juste d'accepter de ressentir tout ce qui se passe en moi quand je suis complètement exposé et quand
l'autre personne accepte d'être complètement exposée. Tous les jeux d'énergie qui se passent en moi, de tout ordre, de tous ordres, sexuel, émotionnel, pensées qui circulent, gêne, honte, dépassement de la gêne et de la honte. Et finalement, pour arriver à s'encourager mutuellement, à être complètement vrai avec ce que je suis. Extrêmement puissant. Et quand je suis vraie avec moi-même, quand par exemple je fais la méditation avec une autre personne en face de moi, donc par exemple en se regardant dans les yeux, je me demandais, mais est-ce que ce vrai avec moi-même est toujours le même ou est-ce qu'il change selon la personne que j'ai en face? Alors, là, chaque personne va amener une révélation d'une partie de toi. C'est que chaque visage rencontré est le révélateur d'un aspect de toi. D'accord. D'une facette dont tu n'as pas, dont je n'ai pas une conscience claire. Et c'est comme un kaléidoscope où chaque personne, chaque visage va avoir un impact qui me construit. Et ça, c'est vrai, pas seulement avec les humains. Si tu regardes un chêne, eh bien, ça va éveiller en toi, si tu le regardes vraiment, si tu te poses. Un chêne va éveiller en toi et mettre en route en toi des éléments de ta puissance, de ta réalité, de ta construction qui sont différents de si tu regardes un charme ou un être ou un saule pleureur. Et même de l'imaginer, c'est différent. Si tu visualises un saule pleureur, il y a tout de suite quelque chose qui fait ça chez toi. T'apaisant. Et si tu regardes un chêne, il y a tout de suite quelque chose de chez toi qui devient noueux et puissant. Ouais. Et là, c'est la merveille des 7 ou 8 milliards d'êtres humains et de la rencontre possible et qui se fait à chaque instant dans la rue, partout. Et j'avais envie de compléter aussi par un aspect différent, c'est de le faire aussi une méditation du miroir. Ah, c'est ce C'est-à-dire que j'allais te demander. de se mettre soi-même en face de soi. Ouais. Et ça amène à une acceptation profonde de qui je sois et ça passe par des étapes de refus, des étapes de jugement. Nous avons, au cours de notre existence, intégré les jugements qu'on nous a faits depuis l'enfance et même ceux que nous craignons qu'on nous fasse. Et la personne qui juge le plus notre propre visage, c'est nous-mêmes. Et de se regarder. Là, je me regarde dans la vignette, là, puisque je l'ai devant moi sur le Zoom. Et d'accepter que je suis une manifestation de l'existence. Je suis une manifestation de la splendeur. Et je peux avoir honte, je peux me sentir coupable, je peux avoir plein de choses en moi. Et le moment où j'accepte que je suis une des multiples manifestations de la vie, eh bien, il y a quelque chose qui embellit aussi chez moi et qui va se manifester à ma propre conscience, que je suis un être de beauté, qui a le droit à l'existence, qui a le droit à se manifester. Et pour commencer, par exemple, pour une méditation comme ça devant le miroir, on le fait le temps qu'on se sent ou est-ce qu'il faut, par exemple, dire, allez, il faut le faire 10 minutes, au moins 10 minutes, pour peut-être passer l'étape de je me sens, pour savoir un peu pour qui ne sait pas trop par où commencer.
Alors, tu es une très grande volontariste, hein. Et comme toute notre société, on dit en anglais result oriented. Il nous faut du résultat. Donc, il faut ménager notre énergie, il faut calculer combien de minutes je peux mettre à ça. Et déjà, tout simplement, nous passons plusieurs fois par jour devant un miroir quand nous faisons le matin, quand les hommes se rasent, les femmes se mettent du mascara, quoi que ce soit pour être présentable. Hein? Eh bien, tout ça, ça peut être de quelques secondes à aussi accepter de se donner du temps et de voir. Pourquoi s'obliger en se donnant un temps précis? C'est juste se poser puis voir ce qui se passe. Et si je suis curieux, si je suis vraiment, si ma curiosité, mon intérêt est éveillé, je vais savoir après combien de temps j'ai mis. D'accord. Voilà. Alors, je voudrais en revenir à tout ce que peut, je dirais, abîmer, obscurcir dans les relations interpersonnelles et en moi-même. Et le retrait que le port du masque tu le disais très bien, de marcher dans la rue avec tout le monde devient d'une certaine façon des fantômes, Oui, c'est des sûr. zombies. Et comment nous pouvons en arriver à vivre un monde de zombies et à devenir un zombie qui est juste retraité, retiré dans son monde intérieur. Hein. Et le défi que nous pose cette situation sanitaire, est-ce que je décide là-dedans de rester un être humain complet qui ose se manifester, qui ose voir et être vu? Pour moi, j'ai l'impression que c'est l'essentiel du message que j'ai envie de dire aujourd'hui. Est-ce que tu as encore une question, quelque chose? Non, je reste plus avec en fait l'idée de l'importance qu'on a de voir et d'être vu. Et c'est quelque chose d'assez intéressant en fait qu'on pourrait développer peut-être une autre fois, qui aussi je pense, se transporte au-delà de peut-être notre visage, aussi de notre comportement, de notre façon de nous habiller et et peut-être je le vois un peu comme ça, du schisme qui s'est créé, c'est-à-dire la femme a l'habitude d'être regardée et de se faire voir, peut-être de façon un peu trop extrême, et de l'autre, on a l'homme euh, qui, en fait, comme s'il n'a plus l'habitude d'être regardé, de se faire voir. Je ne sais pas si je suis très claire sur ce que je dis. Oui, ah, je suis complètement d'accord avec toi. Et je compléterai avec là, quand tu dis la femme qui se fait belle et la construction identitaire, je fais le rapport aussi avec la culture musulmane ou je dirais, les déviations de la culture musulmane, où la femme est invitée à ne pas se faire belle, à se cacher, à ne pas se manifester. Et en France, nous sommes à la confluence, et de plus en plus, parce que la population d'origine musulmane, même si les gens sortent de la religion, mais quand même comme background, comme culture de base, et la tentation identitaire, paradoxale, de se voiler, de se cacher le visage pour respecter une identité musulmane, et en même temps, ce que ça représente comme difficulté de construction identitaire, de qui je suis.
Ça fait écho en moi parce que je pensais à il y a quelques années, le débat sur le voile a été très fort en France. Et l'argument principal, c'était surtout euh, l'interdiction du voile parce qu'en fait, on ne reconnaissait pas les personnes donc pour une chose complètement sécuritaire. Et je me baladais l'autre jour avec ma mère pour aller faire les courses. Et en fait, ça m'a frappé cette chose que on voit des gens dans la rue, mais il est impossible de les reconnaître avec leur masque, par exemple la capuche, parce qu'en ce moment, il fait froid. Et en fait, ça nous renvoie un peu à ça, et un peu ça nous renvoie un peu à la question, mais qui suis-je Ça en te renvoie à ça, c'est-à-dire aux origines musulmanes, de ton fait? milieu d'origine. Ça me renvoie un peu à ce fait de se cacher plus qu'autre chose Ouais. et à ne plus savoir qui est l'autre. Et en ne sachant plus qui est l'autre, est-ce que je sais encore qui je suis? Impossible. Impossible. Nous nous construisons dans l'interface entre le monde et moi, dans l'interaction continuellement. Donc là, il y a vraiment une entrave importante et c'est une crise importante et le port du masque prolongé comme ça est en même temps une crise identitaire de qui je suis et qui est l'autre. Et pour, bon, évidemment, les raisons sont sanitaires. Dans le monde musulman, c'est autre chose. Mais ça parle de. C'est pas pour rien qu'il y a eu ce conflit en France. C'est quelque chose d'identitaire. Et c'est une insulte à la beauté. Et c'est une insulte au sacré. C'est de. Est-ce que je peux reconnaître combien mon corps est un temple? Combien mon visage est une expression du divin? Combien j'ai à le respecter et à le soigner? Non pas pour paraître et séduire, ça fait partie du jeu de l'existence, hein, de se faire belle, de se faire beau. Là, c'est une dignité, mais c'est beaucoup plus que juste pour séduire. C'est pour respecter la puissance de vie et de beauté que chacun de nous, nous sommes. Moi, sur ces paroles, Dominique, j'aimerais bien qu'on clôture cet épisode et peut-être avec le chant d'un petit, avec un petit chant, d'un mantra peut-être, comme tu veux. Alors, ça va être étrange parce que c'est un mantra qui n'est pas du tout orienté vers la beauté, mais vers l'alignement et la manifestation. Et c'est un mantra qui vient de l'Inde, qui est un mantra au dieu Shiva, au dieu Yang, mâle, Mhm. de l'alignement de la conscience. Et c'est 4 syllabes, Sata Nama, ce qui veut dire j'affirme ma vérité, j'affirme et j'honore le droit à la manifestation. C'est ce qui est une manifestation de la conscience origine de l'univers. C'est très joli. Comment? C'est très joli comme, parce que j'allais te demander pourquoi celui-là, c'est très joli. Et alors, il se prononce avec un alignement de tout le corps. Oui. Ça peut être aussi de mettre ses mains jointes comme ça, oui, ou comme ça, en l'air. C'est-à-dire Mhm. que là, ça fait un grand effort dans la colonne vertébrale. Là, je suis vraiment comme un grand arbre qui se manifeste. Mhm. Et, et je chante sur recto tono, satanama sur un ton. Alors, c'est bien
que tu coupes ton micro si tu veux le chanter avec moi, parce qu'il y a... Oh non, on peut le garder, parce que... Non, non, garde-le, parce que ce mantra normalement, l'invitation, c'est de chanter chacun sur son expiration, donc ça donne un son continu, un son comme ça devient presque une rumeur à plusieurs. Tu vois, on a une base, un son, une note fondamentale. Alors, on peut chanter ensemble. Et là, l'invitation, c'est de le faire à plusieurs. On peut le faire tout seul, mais de le faire à plusieurs en se regardant dans les yeux. Et tu suis ton rythme, je suis le mien. Et les 4 syllabes sur une expiration. Sa, ta, na, ma, sa, ta, na, sa, ta, na, ma, sa, ta, na, sa, ta, na, ma. Et on peut jouer ensuite autour de cette note fondamentale et se laisser improviser. Et ça peut devenir très beau quand on est dans un groupe. Voilà. Merci, Lilia. Je te remercie pour cette fin chantée.